Le royaume de Kensuke. Michael Morpurgo. Peggy Sue. J'ai disparu la veille de l'anniversaire de mes 12 ans, le 28 juillet 1988. Aujourd'hui seulement je peux enfin raconter la véritable histoire de ma disparition. Kensuke m'avait fait promettre de ne rien dire, jusqu'à ce que 10 ans au moins se soient écoulés. C'était presque la dernière chose qu'il m'a dite. J'ai promis, et j'ai dû vivre dans le mensonge. J'aurais pu laisser dormir les mensonges assoupis, mais plus de 10 ans ont passé maintenant. Je suis allé au lycée, à l'université, et j'ai eu le temps de réfléchir. Je dois à ma famille et à mes amis, à tous ceux que j'ai trompés si longtemps, la vérité sur ma longue disparition, sur la façon dont j'ai survécu après avoir échappé de justesse à la mort. Mais j'ai aussi une autre raison de parler, une raison bien meilleure. Kensuke était un grand homme, un homme bon, et il était mon ami. Je veux que le monde le connaisse comme je l'ai connu. Jusqu'à 11 ans environ, jusqu'à ce que la lettre arrive, je menais une vie ordinaire. Nous étions 4 à la maison, ma mère, mon père, Stella et moi. Stella Artois, c'est ma chienne, un berger noir et blanc qui avait toujours l'air de savoir à l'avance ce qui allait arriver. Mais même elle n'aurait pu prévoir qu'une lettre allait changer nos vies pour toujours. En y repensant, il y avait une certaine monotonie dans ma petite enfance. Je descendais la rue tous les matins pour me rendre à mon école de singes. C'est mon père qui l'appelait ainsi, car il disait que les enfants piaillaient, criaient et se pendaient par les pieds dans la cage à écureuils de la cour de récréation. De toute façon, pour lui, j'étais toujours une bille de singe, quand il était d'humeur plaisante, ce qui arrivait souvent. Après l'école, tous les jours, quel que soit le temps, j'allais jusqu'au terrain de jeu jouer au football avec Eddie Dodds, mon meilleur ami sur la terre, ainsi qu'avec Matt, Bobby et les autres. Nous avions notre propre équipe, les Mudlarks, c'était son nom, et nous étions plutôt bons. Tous les week-ends, je faisais la distribution des journaux de la boutique de Monsieur Patel. J'économisais de l'argent pour m'acheter un VTT. Le dimanche était vraiment un jour spécial, je m'en souviens. Nous allions faire de la voile sur le lac artificiel, tous les 4. Stella Artois aboyait de toutes ses forces contre les autres bateaux, comme s'il n'avait pas le droit d'être là. Mon père adorait la voile. Il disait que l'air était clair et propre, sans poussière de briques. Il travaillait à la briqueterie. C'était un fou de bricolage, aussi était-il dans son élément dans un bateau. Ma mère, qui travaillait à mi-temps dans la même fabrique de briques, était ravie elle aussi. Je me souviens d'elle une fois, assise à la barre, rejetant la tête en arrière, dans le vent, et respirant à fond. « C'est comme ça !» s'était-elle écriée. « C'est comme ça que la vie doit être. Magnifique. Tout simplement magnifique. » C'était toujours elle qui portait la casquette bleue. Elle était indiscutablement le capitaine. Dès qu'il y avait un peu de vent, elle le trouvait et savait le prendre. Elle avait vraiment du flair. Puis la lettre arriva. La briqueterie allait fermer. Mes parents étaient tous les 2 licenciés. Il y eut un silence terrible ce matin-là autour de la table du petit déjeuner. Ensuite, nous ne sommes plus jamais allés faire de voile le dimanche. Je n'ai pas eu besoin de demander pourquoi. Ils essayèrent tous les 2 de trouver un autre travail, mais il n'y avait rien. La misère s'installa insidieusement à la maison. Parfois, je rentrais et ils ne parlaient pas. Ils se disputaient beaucoup à propos de petites choses insignifiantes, alors qu'ils n'avaient jamais été comme ça auparavant. Mon père n'était pas souvent là. Quand il ne cherchait pas de travail, il allait au pub. Quand il était à la maison, il restait simplement assis, sans rien dire, feuilletant inlassablement des revues de navigation à voile. J'essayais d'être le moins possible à la maison et de jouer souvent au foot,
Mais un jour, Eddie s'en alla parce que son père avait trouvé du travail quelque part dans le sud du pays. Et jouer au foot sans lui, ce n'était plus la même chose. Les Mudlarks se dispersèrent, tout s'effondrait. Un samedi, en rentrant de ma distribution de journaux, je trouvais ma mère en larmes. « Ton père est un imbécile et un pauvre type, Michael. »« Qu'est-ce qu'il a fait ?» lui demandai-je. « Il est parti, » me répondit-elle. « Il n'a rien voulu entendre, rien. Il dit qu'il a son idée. Il n'a pas voulu me confier ce que c'était. Il m'a simplement annoncé qu'il avait vendu la voiture, que nous partions dans le sud et qu'il allait chercher l'endroit où s'installer. S'il croit que je vais quitter cette maison, il va avoir des surprises. Pourquoi ? Il n'y a pas grand-chose ici, mais il y a la maison pour commencer. Et puis ta grand-mère, et l'école. Il y a d'autres écoles. » Elle devint furieuse. Je ne l'avais jamais vue comme ça. « Tu veux savoir quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ?» me demanda-t-elle. « Eh bien, c'est toi, Michael, avec ta distribution de journaux ce matin. Tu sais ce que ton père a déclaré ? Bon, écoute ça. Tu vois, m'a-t-il dit, les quelques sous qui entrent dans cette maison, c'est Michael qui les gagne en vendant ses journaux. Comment veux-tu que je me sente, hein ? Mon fils de 11 ans a un job, et moi je n'en ai pas. » Elle se calma pendant quelques instants avant de reprendre, les yeux pleins de larmes. « Je ne bougerai pas, Michael. Je suis né ici. Il pourra dire tout ce qu'il voudra, je ne partirai pas. » J'étais là quand le téléphone sonna environ une semaine plus tard. Je savais que c'était mon père. Ma mère ne dit presque rien. Il me fut donc impossible de comprendre ce qui se passait. Mais un peu plus tard, elle me fit asseoir pour me parler. « Il a l'air différent, Michael. Je veux dire, comme avant, il y a longtemps quand je l'ai rencontré. Il nous a trouvé un endroit. Faites simplement vos valises et venez, m'a-t-il dit. À Fareham, près de Southampton. Directement à la mer, a-t-il ajouté. Il y avait vraiment quelque chose de différent dans sa voix, je peux te le dire. » En effet, mon père semblait transformé. Il nous attendait sur le quai de la gare, les yeux de nouveau brillants et rieurs. Il nous aida à porter les valises. « Ce n'est pas loin, » dit-il en m'ébouriffant les cheveux. « Attends de voir, bille de singe, j'ai tout arrangé. Et n'essayez pas de me faire changer d'avis, j'ai pris ma décision. »« À quel sujet ?» lui demandai-je. « Tu verras, » me répondit-il. À la fin, nous prîmes le bus car les valises étaient trop lourdes. Nous descendîmes le long de la mer. Il ne semblait plus y avoir de maison nulle part. On ne voyait qu'un petit port de plaisance. « Qu'est-ce qu'on fait là ?» demanda ma mère. « Je veux vous présenter quelqu'un. Une bonne amie à moi. Elle s'appelle Peggy Sue. Elle veut vous connaître depuis longtemps. Je lui ai beaucoup parlé de vous. » Ma mère me regarda en fronçant les sourcils d'un air perplexe. Je n'y voyais pas plus clair qu'elle. Tout ce que je savais, c'est qu'il entretenait volontairement le mystère. Enfin, mon père s'arrêta devant une passerelle qui conduisait à un étincelant bateau bleu foncé. Il posa les valises et nous regarda. Un grand sourire lui éclairait le visage. « Eh bien, laissez-moi faire les présentations, » nous dit-il. « Voici Peggy Sue, notre nouvelle maison. Elle vous plaît ?» Tout bien considéré, ma mère prit les choses plutôt bien. Elle devint simplement très silencieuse et elle le resta tout au long des explications de mon père. « Je n'ai pas fait ça sur un coup de tête, vous savez. J'y ai réfléchi longtemps, pendant toutes ces années où je travaillais à la fabrique. C'est drôle quand on y pense. Si je n'avais pas perdu mon travail, je n'aurais jamais osé le faire. Alors voilà ce que j'ai pensé. Quelle est la chose que nous préférons faire ? De la voile, c'est vrai, non ? Je me suis dit que ce serait merveilleux de pouvoir tout simplement partir et de faire le tour du monde à la voile. Au début, ce n'était qu'un rêve, et puis, plus de travail, plus de possibilités d'en trouver. Alors, que peut faire un homme ? Il prend son vélo. Et pourquoi pas un bateau ? Nous avons reçu nos indemnités de licenciement, même si ce n'était pas grand-chose. Il y a le peu que nous avons économisé et l'argent de la voiture, pas une fortune, mais quand même. Que faire de cet argent ? J'aurais pu tout mettre à la banque, comme les autres, mais dans quel but ? Pour se contenter de le voir disparaître peu à peu, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout ? Et si l'on s'en servait plutôt pour faire quelque chose de vraiment exceptionnel, comme le tour du monde à la voile ?
Nous pourrions voir des endroits dont nous avons seulement rêvé jusqu'à présent. » Nous restions assis, complètement abasourdis. « Oh, je sais ce que vous pensez, » reprit-il. « Vous pensez que nous n'avons fait du bateau que sur le lac artificiel, que c'était du simple canotage. Vous vous dites que je suis devenu fou, que c'est dangereux. Mais j'ai pensé à tout. J'ai même pensé à ta grand-mère, car il ne faut pas oublier une chose, nous ne partirons pas pour toujours. Elle sera là quand nous reviendrons, c'est sûr. Elle est en très bonne santé. Nous avons l'argent, j'ai fait mes comptes. Nous allons faire 6 mois d'entraînement. Nous partirons pendant 1 an ou peut-être 18 mois, tant que l'argent durera. Nous allons bien faire les choses, en toute sécurité. Mam, tu passeras ton diplôme de skipper. Oh, je ne te l'ai pas dit. C'est toi qui seras le skipper. Je serai le second, et l'homme à tout faire. Michael, tu seras le mousse. Et Stella, Stella sera le chat-mousse. Il n'arrivait pas à reprendre son souffle tellement il était excité. Nous allons nous entraîner, faire quelques traversées de la Manche jusqu'en France. Nous apprendrons à connaître ce bateau comme notre poche. C'est en 12 mètres, très sûr. J'ai bien étudié la question. Encore 6 mois et nous serons partis autour du monde. Ce sera l'aventure de notre vie. Alors, qu'en pensez-vous ? Super, dis-je dans un souffle. Et c'était exactement ce que je pensais. Et tu as dit que ce serait moi le skipper ? Demanda ma mère. Ouais, capitaine, dit mon père en riant et en lui faisant un salut. Comment fera-t-on pour l'école de Michael ? Reprit-elle. J'ai pensé à ça aussi. J'ai demandé à l'école de la ville. Tout est arrangé, nous prendrons les livres dont il aura besoin. Je l'aiderai à travailler, tu l'aideras, il s'aidera lui-même. Entre nous, je vais te dire quelque chose. Il apprendra davantage en 2 ans de navigation que ce qu'il aurait appris dans son école de singes. Ma mère hocha doucement la tête. D'accord, dit-elle. Pourquoi pas ? Vas-y, achète le bateau. C'est déjà fait, dit mon père. C'était de la folie, bien sûr. Il le savait. Même moi, je le savais. Mais simplement, cela n'avait pas d'importance. En y repensant, c'était sûrement une sorte d'inspiration due au désespoir. Tout le monde essayait de nous dissuader de notre entreprise. Ma grand-mère va nous voir et monta à bord. D'après elle, c'était un projet complètement irresponsable. Elle ne prévoyait que détresse et catastrophes, icebergs, ouragans, pirates, baleines, pétroliers géants, vagues monstrueuses. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était que désormais nous étions tous les 3 liés les uns aux autres par la même folie. Nous partions, et rien ni personne ne pourrait plus nous arrêter. Au début, tout se passa à peu près comme mon père l'avait prévu, en dehors du fait que l'entraînement dura beaucoup plus longtemps. Nous apprîmes très vite que les manœuvres d'un voilier de 12 mètres n'avaient rien à voir avec celles d'un dériveur. Et ce n'était pas simplement une question de taille. C'est un vieux marin à favoris, Bill Parker, qui s'occupa de notre formation. Il avait franchi 2 fois le Cap Horn, avait fait 2 traversées de l'Atlantique en solitaire et plusieurs allers-retours sur la Manche. Bill Parker connaissait son affaire. Quand il en eut fini avec nous, et que ma mère eut passé son diplôme, on sentit qu'on pourrait aller partout sur la Peggy Sue. Il nous avait inculqué un saint respect de la mer, mais en même temps, assez de confiance en nous pour sentir que nous pouvions surmonter toutes les tempêtes. Cela dit, parfois j'étais mort de peur. Mon père et moi partagions les mêmes terreurs en silence. On ne peut pas tricher, je l'ai vite appris, quand une immense vague verte de 8 mètres de haut se dresse comme un mur avant de s'abattre sur vous. On descendit dans des creux si profonds que l'on pensa ne jamais pouvoir en remonter. Mais on remonta pourtant, et plus on affrontait nos peurs, plus on affrontait les vagues, plus nous nous sentions sûrs de nous et du bateau. Ma mère, cependant, ne montra jamais le moindre frisson de peur. Ce furent elle et la Peggy Sue qui nous sortirent de nos pires moments. De temps en temps, elle avait le mal de mer, alors que mon père et moi ne l'avions jamais. Cela rétablissait un peu l'équilibre. Nous vivions très près les uns des autres, tous les 3. Et je découvris rapidement que les parents n'étaient pas simplement des parents. Mon père devint
mon camarade de bord. On apprit à compter l'un sur l'autre. Quant à ma mère, la vérité est que jusqu'alors je ne savais pas à quel point elle avait ça dans le sang. Elle travaillait nuit et jour sur ses livres et ses cartes jusqu'à ce qu'elle maîtrise tout. C'était elle qui allait nous emmener à l'autre bout du monde et nous ramener. Nous lui faisions entièrement confiance. Elle était formidable. Je dois dire que le second et le mousse n'étaient pas mauvais non plus, aussi bien à la barre qu'au winch. Nous formions un sacré équipage. Ainsi, le 10 septembre 1987, je connais la date car j'ai le journal de bord sous les yeux pendant que j'écris. Après avoir rempli tous les coins et recoins du bateau de réserve et de provisions, nous fûmes enfin prêts à mettre les voiles et à partir pour notre grande aventure. Grand-mère était venue nous dire au revoir, les larmes aux yeux. Il y avait aussi un tas d'amis, y compris Bill Parker. Eddie Dodds vint avec son père. Il me lança un ballon de foot au moment de larguer les amarres. « C'est un porte-bonheur !» me cria-t-il. En le regardant un peu plus tard, je vis qu'il avait écrit son nom tout autour, comme un champion de Coupe du Monde. Stella Artois fit ses adieux, elle aussi, en aboyant. Aboiement qu'elle adressa ensuite à tous les bateaux tandis que nous passions dans le chenal du Solent. Mais quand notre voilier dépassa l'île de White, elle devint étrangement silencieuse. Peut-être avait-elle senti, comme nous, qu'à présent nous ne reviendrions plus en arrière. Ce n'était pas un rêve. Nous étions partis faire le tour du monde.